J'espère que ça va aller là maintenant et que nous allons conduire cette conférence live jusqu'à la fin. Mon peuple pleure, mon peuple meurt. Combien de gens tu veux encore tuer? Elle a jeunesse il n'y a pas boulot. Elle a jeunesse pleure, elle est personne aller. Combien de jeunes tu veux encore tuer? Combien de jeunes tu veux encore assassiner? Salut Nadia Adama, salut ici à Tamo depuis les États-Unis. Salut Alexis Pépin. Salut mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour et bienvenue chez Matin Tajor officiel. Dans cette émission qui sera dédiée spécialement à l'assaut de Bruxelles. Matteo Marata, bonsoir et bienvenue. Bonsoir également à celui. Salut aussi à Sidonie, Tommy, tous ceux qui se connectent. Et bien entendu, quand nous allons atteindre un nombre considérable, je vais d'abord m'excuser doublement ce soir d'ailleurs. Doublement. Parce que je suis en retard. Et puis, je devais revenir également sur mon écart de langage dans mon dernier live où je suis sorti de mes gonds en quelque peu. Et bien entendu, Mars Seigneur Ivoire en Dieu avec moi. J'attends dès qu'il se connecte, qu'il me fasse signe, et bien entendu je vais le prendre. Soit il envoie une demande, soit il m'écrit tout simplement un petit texto et à partir de son message, je vais l'inviter dans ce live. Bonsoir à Donald, bonsoir également à Idel. Je vais envoyer un petit texto à mon frère, mon jumeau, Mars Seigneur Ivoire, pour lui dire que je suis déjà en live parce que il m'aurait dû déjà entendre jusqu'à être fatigué. Et vous partagez massivement le live. Vous partagez le live en masse et en cascade. Vous envoyez dans tous les messages. Vous organisez les séances vidéo. Et bien entendu, vous vous connectez vous-même. Je salue Nandi, je salue également Françoise Kanto, je salue David Okamer, je salue Zulu Chaka. Nous allons jouer la musique quelques poussées de secondes. Et bien entendu, après ça, nous allons commencer avec la soirée. Chers camarades, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas étourdir surtout. Avec ce que je dois appeler les oiseaux parasitaires qui veulent tendre ou oser vous faire croire que le combat ne serait plus à l'étranger ou seulement au Cameroun. Non, le combat, il est multiforme. Le combat, il est bipolaire. On le mène à l'étranger et au Cameroun. Salut John Bernard, salut Alima, salut également à Berti Capot. Tu veux encore tuer? Combien de jeunes tu veux encore enterrer? Elle a jeunesse il n'y a pas boulot. Elle a jeunesse pleure. Salut Brown Désiré. Salut Afolap, salut également à non, Betsy Cafo, je vous ai déjà salué ce soir.
Exactement, je vais donc relancer encore rapidement une dernière musique. Une dernière musique et bien entendu, après ça, nous allons lancer. Paul Biya, la dictature des 37 ans, c'est trop, faut bien que tu dégages. Partagez rapidement. Dans la peau, dans la chair, dans l'os et dans le sang, à cause de toi. Il s'appelle Rabat depuis l'Afrique du Sud. Tu as détruit mon pays, détruit ma nation, tu as détruit ma patrie. Salut Odile. Tu as détruit mon pays, Détruis ma nation, tu as détruit ma patrie. Salut Cécilia, salut Ami. Warrior, tu as détruit ma nation, tu as détruit ma patrie. Oui, dès que Mars est là, il m'envoie un petit texto et il me dit que c'est Mars. 37 ans au pouvoir. D'accord, j'ai vu le message de Mars. 37 ans de misère. Alors, Mars, j'étais invité 37 ans de et c'est un coup de téléchargement. 37 ans de souffrance. Trop c'est trop. Vieillard, il faut dégager. Voilà. Bonsoir à tout le monde. J'essaie de stabiliser un peu. Je sais ton état d'âme, tu es complètement fâché parce que un live qui était initialement prévu à 18h, malheureusement j'ai lancé à 19h, mais je vais laisser mon meilleur but, Mars, mon frère Mars. C'est pas grave. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que tout le monde m'écoute bien. Parce que moi, j'ai un peu la peine à t'écouter avec le volume. Bon, j'arrête peut-être la musique là. Ah ouais, d'accord, je vois. C'est bon. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bon, en tout cas, une fois de plus, bonsoir ou bonjour, mesdames et messieurs, chers camarades, et d'après votre position géographique actuelle, et bienvenue chez Martin Tiago officiel. Bonsoir également à toi, mon frère Marc, et bienvenue dans mon live. Je vais d'abord commencer en disant vraiment désolé pour le désagrément parce que ce n'était pas prévu. Je suis quitté mon petit lieu de travail. Et puis en route, à l'autoroute, il y avait un accident. Et donc, on a bloqué complètement l'autoroute. L'autoroute était bloquée. Donc, je ne sais pas, ça fait un mois, je n'ai pas eu de difficultés pour entrer à la maison. Pourquoi c'est aujourd'hui que j'ai eu cette difficulté? Je suis un peu désolé pour ce désagrément, mais j'espère que le peuple, les Camerounais, les chers amis combattants, ils vont nous comprendre, monsieur Mars. Donc, mon portable était complètement déchargé et vous connaissez le iPhone. Donc, quand vous sortez sans le chargeur, c'est très difficile de retrouver le chargeur de l'iPhone ailleurs. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, je suis désolé encore pour le désagrément. Et j'espère qu'ils vont me comprendre. Et j'espère que Mars, vous n'êtes pas fâché pour ce désagrément parce que vous m'avez attendu pendant 1 heure du temps. C'est beaucoup. Non, mais c'est les choses qui arrivent. Hein, c'est les choses qui arrivent. En fait, j'ai même couru pour arriver à la maison là parce qu'il fallait que je sois là à l'heure. Mais c'est les choses qui arrivent. Martin, est-ce que tu n'as pas des écouteurs? Parce que ton volume est bas de ton côté, le volume est très bas. Okay. Si tu as des écouteurs, je pense que ça va donner et on va commencer la chose. Okay. Pendant ce temps, les gens sont priés de partager, de faire suivre. Ok. On commence les choses. Est-ce que tu m'écoutes bien, Max? C'est bien mieux. Ok, d'accord. Pas de problème. Voilà. Pas de problème. Je salue Daniel et Sissima qui nous écoutent ici. Je salue tous ceux qui sont connectés. Mais avant de commencer ce live, je voudrais rapidement revenir sur une petite position parce que j'ai fait une sortie il y a de cela 2 jours, c'est pas hier ou avant-hier. Donc, j'ai tiré dans un langage qui n'a pas du tout plu à tous les combattants. Donc, apparemment, il y a encore un problème de son là. Non, là, ça va. Ok. Donc, j'ai tiré sur le professeur, grand frère et ami combattant Patrice Gana.
et dans un langage qui n'a pas du tout plu à certains. Donc, j'ai reçu les observations. Et je voudrais donc ce soir, avant que nous ne continuions, parce que je l'ai fait d'ailleurs dans une vidéo ce matin, depuis le lieu de mon boulot, puis je me suis levé, je n'étais pas très à l'aise. On dit que la nuit porte conseil parfois. Ça ne veut pas dire que je reviens sur mon idéologie. J'ai une idéologie qui est pacifiste, point et final. J'ai critiqué mon frère ami combattant, le professeur Grand Fringana. Donc, c'est le langage qui n'a pas du tout plu. Donc, j'ai utilisé certains mots comme ethnofasciste et tribaliste, et ça a beaucoup énervé certains, bien entendu, pas tout le monde, ça a énervé certains qui m'ont porté ces observations. Et donc, je profite pour dire que, grand frère professeur Patrice Gana, je suis désolé et je fais mon mea culpa sur le langage utilisé. Voilà, sur le langage utilisé. Mais sur le mode opératoire, la critique reste de fond. Je réfléchis avec mon propre cerveau et puis j'ai dit que on ne peut pas vouloir critiquer une dictature qui est en place en lui offrant encore les balles pour nous combattre. C'est ce que j'ai voulu faire paraître. Rappelez-vous, le 26 janvier, par exemple, lorsqu'on a reçu le témoignage des marcheurs, lorsqu'ils ont échappé à la police, ils étaient en train de fuir, certains l'ont arrêté et ils ont remis aux mains de la police. Eh bien, si on veut peut-être mener une marche, une mobilisation à Yaoundé, où il y aura les boulous, les étis, les bêtis, les écangs et tout ce qui est possible, et qu'on essaie d'utiliser un langage qui envoie peut-être l'exclusion, ce sera un peu très difficile pour eux de sortir. Les gars sortiront à Yaoundé et puis les prénoms, ils vont les prendre et remettre aux mains de la police. Donc, c'est un peu ça. Dans le langage, je suis désolé pour le langage que j'ai utilisé, et d'ailleurs, mon frère, il va comprendre, et nous allons d'ailleurs œuvrer pour que il se retrouve, pour que la paix s'installe entre les deux, il n'y a pas de problème. Donc, Patrice Ganan, je m'excuse carrément. Et les attentats d'occasion, je ne leur donne pas les balles pour tirer sur moi, parce qu'on a vu, ça m'a donné aussi l'occasion de voir l'évolution, comment certains se comportent. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, une fois que j'ai dit cela, Mars, nous allons nous focaliser sur l'assaut de Bruxelles qui nous attend le 7 septembre. Alors, c'est à moi? Exactement. Ah ben voilà, ok, merci, bonsoir encore à tout le monde. Et voilà, c'est aussi ça, reconnaître ses erreurs, c'est très important dans la vie. Et c'est ce qu'on demande à Paul Biya depuis. S'il y a une chose qu'on reproche à ce vieux grabataire, c'est de ne pas savoir reconnaître ses erreurs. C'est de ne pas savoir reconnaître son échec. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose tout le temps et s'attendre à des résultats différents. 1 plus 1 sera toujours égal à 2. 5 plus 5 sera toujours égal à 10. Mais 5 fois 5 n'est pas égal à 10. 5 fois 5 est égal à 25. Donc, quand quelqu'un n'a pas cette capacité de reconnaître qu'il a fauté, ou alors que vraiment il n'a pas, c'est-à-dire la bonne méthode, c'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut chez tous les dirigeants africains. On reproche à Paul Biya sa médiocrité, son mutisme même, parce que le monsieur, depuis 37 ans, il fait la même chose avec les mêmes personnes. Tout le temps, on lui dit non, mais ça ne va plus, ça ne va pas, il faut laisser comme ça, c'est bon là, il faut laisser. Tu as déjà essayé, oui, d'accord, tu as essayé, et tu vois bien que ça ne marche pas. Il faut laisser. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'un président est un manager. C'est quoi un bon manager? Le manager est reconnu par sa capacité à mener une équipe vers des résultats productifs. Si tu es un mauvais manager, tu auras une mauvaise équipe. Ton équipe ne va rien produire de positif et vos patrons vont te chasser. Ils vont dire non, mais toi, tu ne gères pas bien ton équipe, on te chasse. Bien sûr. Un président, ce n'est pas un technicien. Ce n'est pas un technicien, ce n'est pas un ingénieur. Il peut même être ingénieur de formation, mais quand il enrôle déjà son tablier de chef de l'État, il n'est plus ingénieur de formation, il n'est plus ingénieur. Il n'est pas en train de faire le travail d'un ingénieur, mais il fait plutôt le travail d'un manager. C'est-à-dire quoi? J'ai un programme politique à mettre sur pied. La promesse que j'ai faite au peuple pour qu'on m'élise, eh bien, ce programme politique, je m'entoure des personnes que je sens capables de m'accompagner vers la réalisation de ce programme politique. Voilà le rôle d'un vrai président de la République.
Il travaille sur son programme politique, ce qu'il a proposé aux gens. Quand il fait déjà un échec dans des pays développés, un échec, tu vas voir, on va te dire, mais tu avais promis ça, tu n'as pas réalisé, tu avais promis ça, tu n'as pas réalisé, tu avais promis ça, tu n'as pas réalisé, tu avais promis ça, tu n'as pas réalisé. Hein? Il va dire non, c'est les conditions, vous voyez, ce n'était pas aussi facile que ça. Parfois, en théorie, c'est facile, mais en pratique, ça devient difficile, il me faut plus de temps. Vous voyez, j'ai déjà commencé ça, j'ai déjà commencé ça, j'ai déjà commencé ça. Si vous me donnez un deuxième mandat, je pense que je pourrais au moins réaliser ça, je pourrais réaliser ça, je pourrais réaliser ça. Le peuple lui dit d'accord. S'il drague bien, le peuple lui donne un deuxième mandat. Mais c'est le dernier mandat, c'est-à-dire c'est le mandat de la dernière chance. S'il faut encore, il n'a même pas le droit de se représenter, même s'il a réussi, il a réalisé tout le projet, il n'a même pas le droit de se représenter. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Le président est celui qui pilote. Un président, c'est celui qui pilote pour mettre et réaliser son programme politique. Ce n'est pas celui qui va d'échec en échec, en échec, en échec. Quand on l'accuse, certains viennent dire non. Ce n'est pas Paul Biya le problème, c'est son entourage. Non, c'est Paul Biya le problème parce que c'est un feignant. Merci, c'est Paul Biya le problème parce que c'est un paresseux. C'est Paul Biya le problème parce qu'il ne s'entoure que des feignants comme lui. Quelqu'un qui connaît le travail, qui sait ce qu'on appelle travailler, ne peut pas s'entourer des feignants. Exactement, voilà. Max. Merci pour ces prologues, Max. Et pour compléter ces prologues que tu as commencé d'ailleurs très bien, je vais revenir sur ces positions que tu es en train de dire sur 3 plans, parce que tu as abordé un plan triptyque à 3 aspects. D'abord, le management de Paul Biya. D'abord, l'apprentissage. Et puis, on va dire quoi? S'entourer des bonnes personnes en guise de management. Nous avons dit plusieurs fois que pour ceux qui ont fait management, ils savent qu'en management, on dit manager, diriger, c'est prévoir. Mais nous vivons nous avons mis quelqu'un dans une boussole. Il navigue à vue. Il n'a jamais rien prévu. Les gens doivent faire très, très attention. On ne doit pas trop épiloguer longtemps là-dessus. Apprendre de ses erreurs. Est-ce que Paul Biya apprend de ses erreurs? Je dis jamais. Je dis jamais. Ils savent où je vais en venir maintenant. C'est sur la crise anglophone. Ils savent qu'il a pris les armes pour abattre les anglophones. Et ils savent qu'au sein maintenant de la résistance camerounaise dans la diaspora, en Europe, en Asie et aux États-Unis, nous sommes dans un pacifisme. Mais lorsqu'il est en train de continuer, condamner les prisonniers politiques pour pousser les activistes et les résistants pacifiques à bout, en clair, il ne peut pas apprendre du fait qu'en 2016, c'est parce qu'il a reprimé les revendications corporatistes, reprimé les revendications administratives, que la situation nous a lancé dans une nous a lancé dans une crispation de situation, dans une situation de crispation totale. Il pense, il estime qu'en reprimant avec les armes, il va trouver une solution. C'est faux. C'est faux. Donc il aurait dû apprendre de ses erreurs du passé. Paul Biya doit comprendre qu'on ne peut pas réussir à solutionner un problème sociopolitique à travers les armes. Et donc les mouvements de résistance qui ont pris l'ampleur du côté francophone, Douala, Yaoundé, Bafoussam, un peu de partout, Paul Biya doit comprendre que maintenant, c'est le moment le plus ultime de s'asseoir sur la table et de dialoguer. Si Paul Biya pense qu'il va encore réprimer les anglophones et les francophones, cette fois-ci avec les armes, c'est qu'il va doublement faire une erreur et ce sera la chute fatale. Nous ne voulons pas qu'il meure. Nous voulons qu'il quitte paisiblement et c'est ce que nous souhaitons. Nous n'avons jamais souhaité qu'on va tuer Paul Biya. On lui a toujours dit de sortir par la bonne porte, Max. Et donc, il faut qu'il apprenne des erreurs du passé. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, s'entourer des gens compétents. Mais j'ai pendant longtemps dit aux Camerounais que ce qui leur fait croire que Paul Biya est quelqu'un d'intelligent, c'est parce qu'ils sont à la tête des institutions et ils ont les armes. Il est entouré des cancres. Il faut qu'on soit clair. On a vu l'oligarchie multiethnique recrutée dans tous les pays, dans tous les strates du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. À la justice, vous avez les maîtres Momo. Au Mina, vous avez la Tangandji, les anciens escrocs. L'ami le plus virulent de M. Donatien Coigne, le Féman, l'ancien arnaqueur, condamné pour des choses
on va dire que pour le faux monnayage, la narque, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, de cannabis. Voilà ces cancres-là qu'on recrute pour diriger les Camerounais, pour donner les coups de droit aux constitutionnalistes, pour donner les coups de droit aux professeurs agrégés, pour donner les coups de droit aux opérateurs économiques. Les voilà, c'est des cancres. Pobia s'entoure exactement des pseudo-intellectuels faisant preuve d'une inculture. Et donc, ceux qui sont capables, Max, de mater leur population, ou bien, comment vais-je dire cela, juste pour blanchir la médiocrité en place. Pour bien ceux qui s'y prennent les intellectuels autour de lui, mais ceux-ci seront obligés de le pousser à appliquer la bonne gouvernance. Je vous rappelle que l'une de la coalition du professeur Maurice Kamto qui se retrouve en prison aujourd'hui, Penda Ekoka, était un conseiller technique et économique, le plus intelligent du président de la République, sortant Biapol. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'ami en prison parce qu'il disait la vérité. Il a dressé des vrais bilans, fait des bons rapports, introduit à la présidence de la République pour leur dire ce qu'on doit faire pour pousser notre développement du point de vue purement essentiellement économique. Mais comme il n'aime pas l'expertise, comme ils aiment faire prévaloir la médiocrité sur l'excellence, comme Paul Biya et ses apparatchiks aiment faire prévaloir l'imposture sur la performance, sur l'expertise, ils l'ont arrêté, l'ont mis en prison. Donc, Paul Biya s'attelle carrément à ne prendre dans chaque région au Cameroun que des cancres, comme ce qu'on appelait en classe le bavard. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, Mars, lorsqu'on était au collège, en classe, lorsqu'on a choisi un délinquant, chef de classe, ou bien seulement pour diriger les travaux pratiques, mais mon ami, il croit clairement qu'il est devenu chef. Ce qui fait qu'on parlait à l'Ouest, on recrute un cancre comme Maître Jean de Dieu Momo. Et puis il pense réellement qu'il est ministre. Et il est prêt à sacrifier toute sa communauté. Il est prêt à sacrifier les siens en allant jusqu'à appeler le président élu du président élu du peuple camerounais, Kamto, l'appeler Makiza, vous vous rappelez? Aller jusqu'à dire que si les gens prennent les armes, ça ne l'empêche de rien. Non, il coupe son vin de palme et il se couche dans son bureau climatisé à Yaoundé. Il s'en fout de tout le reste. En allant recruter tous ceux que vous connaissez. Donc, et puis, lorsqu'ils ont échoué plusieurs fois, Mars, et qu'ils ont additionné ça à nous présenter comme étant la force de l'expérience, alors que c'est la force de l'expérience dans l'échec et dans l'inexpertise, on veut indexer donc leur chef, leur gourou, leur kleptomane, Biapol. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, ce n'est pas lui, c'est son entourage. Exactement le laxisme que tu étais en train de faire, le management du laisser-faire. Donc, il y a maintenant une nouvelle génération, et nous continuons, nous restons focalisés là-dessus, qui veut suivre les pas de Frantz Fanon, qui nous a dit, je répète encore ce soir, Mars, que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou la remplir. Mars, nous avons découvert notre mission. On ne doit pas céder aux guéguerres. On ne doit pas céder à la distraction des uns et des autres. Nous allons prouver à Paul Biya que cette mission, nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher. Paul Biya va diriger le Cameroun et puis nous allons diriger l'étranger. Le Cameroun aux Camerounais, la diaspora aux diasporiens. Et donc, sur ce, Marx, en guise de prologue, nous allons nous retrouver tous à Bruxelles le 7, sur le plan purement et essentiellement diplomatique, et dire que Paul Biya, vous êtes obligé de libérer le Cameroun. Vous êtes obligé, nous irons là-bas, pour dire que Paul Biya a Tanganji. Vous n'avez pas le monopole de bafouer le droit, la loi, et d'enfermer les adversaires politiques redoutables, d'enfermer ceux qui ont proposé des idées, d'enfermer ceux qui ont pu convaincre le peuple camerounais avec un programme politique solide, palpable, convaincant, avec un programme politique. Comment vais-je dire cela? Bref, le meilleur, vous ne pouvez pas les prendre et les mettre dans les urnes et prétendre vouloir faire un pseudo-dialogue. C'est ce que nous allons les dire. D'abord, d'un. Ensuite, Max, tu vas me couper à chaque moment. Lorsqu'on a fait le coup de grâce à Paris, ils nous ont critiqués. Lorsqu'on a fait le Game Over, ils nous ont critiqués. Nous sommes allés en Suisse, puisqu'ils n'ont pas cru à nous. On leur a quand même rappelé qu'ils sont en train de dormir dans un coma profond et donc ils ne peuvent pas venir nous tester à l'étranger. Ils doivent rester au Cameroun, construire les hôpitaux au Cameroun,
construire les écoles au Cameroun, se soigner là-bas. Eh bien, cette fois-ci, ils vont comprendre qu'avec en partant au siège de la Commission européenne, c'est une fois de plus pour remercier aussi cette commission et remercier l'Union européenne pour les résolutions qu'ils ont mises sur pied. Et donc, sur le plan purement diplomatique, ils ne peuvent pas appliquer comme si le Cameroun était tout simplement un petit bébé à qui on va dire fais ça. Non, ce sont des relations internationales. Donc, ils sont en train de réfléchir. Nous irons là-bas pour les remercier et pour les rappeler une fois de plus les conditions dans lesquelles nos Camerounais souffrent et que nos leaders politiques souffrent en prison. Et puis, ils vont prendre cela en compte. C'est une évidence. Et qu'on ne trompe pas les Camerounais en les faisant croire que c'est une étape, autant pour moi, qui est négligeable dans notre combat. Donc, les événements se succèdent. Les événements se succèdent. Voilà, c'est bon, je peux placer un mot, Martin. Je vais un peu te contredire sur un point. Il n'y a pas de problème. C'est une évidence. En ce qui concerne le dialogue dont tu parlais avec nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sur le plan politique, c'est-à-dire des problèmes politiques, la crise post-électorale, il faut un dialogue national inclusif. Mais sur le plan de la crise anglophone, à l'heure actuelle, l'heure du dialogue, ce n'est plus le dialogue, c'est maintenant la négociation. Parce qu'il y a déjà eu tellement de morts. Des parents ont perdu leurs enfants, des enfants ont perdu leurs parents. On ne parle plus de dialogue aujourd'hui. On ne peut pas parler de dialogue dans les régions anglophones aujourd'hui. Il faut une négociation. Et il faut vraiment, je ne sais pas comment dire, il faut des négociations. Parce que si on tue ton père, on tue ta mère, ou alors tu es parent, on tue tes enfants, est-ce que tu auras encore le sentiment d'aller t'asseoir avec les gens qui ont tué tes enfants et dire que bon, d'accord, ok, j'accepte ton frère? Paul Biya a percé, c'est-à-dire, il a fait quelque chose et il a atteint le point de non-retour dans les régions anglophones et il le sait. Nos frères anglophones ne sont plus dans les affaires de dialogue national ou quoi que ce soit. Ils sont dans les affaires de négociation. Et à l'issue des négociations, il y a quelque chose qui va sortir. Soit, moi je dis ça et je passe dessus, j'ai toujours dit ça, soit c'est la séparation et la création officielle de l'État d'Ambazonie, soit c'est le fédéralisme avec plusieurs bases. Sachez que voilà les deux seules issues. Et le fédéralisme même est peu probable. Faisons des analyses froides. Le fédéralisme est peu probable, excusez-moi. La séparation est même l'option la plus probable pour que les massacres s'arrêtent dans les régions anglophones. Ça, il faut qu'on se dise les vérités. On ne va pas mâcher les mots ou dire quoi que ce soit. Le moment où on pouvait encore négocier, faire comprendre à nos frères que machin, le moment là est passé depuis. Et Paul Biya sait qu'il a commis l'erreur. Ou alors peut-être il savait ce qu'il faisait. Parce que ouvrir le feu sur tes propres concitoyens, c'est une affaire très grave. Et quand tes propres concitoyens prennent les armes, ils ne s'attaquent pas. Regardez bien, les régions anglophones sont frontalières à plusieurs régions du Cameroun francophone. Ils n'ont jamais attaqué le Cameroun francophone. Jamais ils ne l'ont fait. Exactement. Ce ne sont pas leurs intentions. Ils ne l'ont jamais fait et ils ne le feront même jamais. Bref, on ne dit jamais, jamais, mais je sais que jusqu'à présent, ils ne l'ont jamais fait. S'ils ne l'ont jamais fait, c'est pour une raison. C'est parce qu'ils respectent et ils veulent protéger leur territoire. Ils sont dans ce qu'on appelle le self-défense. Pourquoi on dit la self-défense? Je ne sais pas le français de défense. Tu vois un peu? Oui, la self-défense. Paul Biya, au lieu d'aller vers ces gens qui revendiquaient dès le départ avec le dialogue, avec la compréhension, il est parti avec les armes à feu. Résultat, des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, des dizaines de milliers de réfugiés. Et parmi les milliers de morts là, ce sont les qui? Ce sont les enfants des mêmes familles. Ce sont les frères, les cousins, les tantes, les nièces, les oncles, les grands-pères, les grands-mères, les villages brûlés, les biens détruits. Et vous pensez qu'avec ça, ils vont dire, bon d'accord, ceux-là sont morts, c'est bon. Maintenant, on va aller s'asseoir, on va faire le dialogue national. Non.
Donc ça, c'est le point que je voulais... Quand tu veux parler maintenant de la crise anglophone, hein, parle de négociation, Martin. Sinon, quand on parle de dialogue maintenant, ça va tromper. Le dialogue national, c'est au niveau de la résolution de la crise post-électorale qu'il y a actuellement. Dans les régions anglophones, ce n'est plus le dialogue. C'est maintenant les négociations qui doivent être entamées. C'est des négociations. Il faut négocier pour que les gens déposent les armes. Il faut négocier pour que les gens s'asseyent sur une table et discutent. Il faut d'abord négocier. C'est très important. Et après ça, il faudra la justice. Il faudra que la justice fasse son travail. Il faudra que la justice se prononce sur les exactions qui ont été commises, les massacres, les tortures, tout ceci. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans les régions anglophones. Et Paul Biya, franchement, mis notre pays dans... C'est-à-dire, il a mis notre pays dans la merde. Exactement. Et nous sommes... Ça, c'était un premier point. Oui. Et nous sommes obligés de dire aujourd'hui que ceux qui entretiennent même la guerre dans les zones anglophones là-bas, Mars, ce n'est pas seulement les anglophones, ce n'est pas seulement les ambazoniens, autant pour moi. On sait que tout comme les Boko Haram du Nord, il y a les ambazoniens au sein du gouvernement. Il y a les ambazoniens même au sein de la présidence de la République. Il faut qu'on leur dise cela. Il y a les ambazoniens dans tous les ministères, puisqu'ils essaient d'entretenir encore cette guerre pour avoir l'économie de guerre. Il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. Et au Cameroun, on ne peut pas nous faire comprendre qu'on veut gagner la guerre contre sa propre population, alors que chaque moment, lorsqu'on est déjà en voie de terminer la guerre, ça recommence. Celui qui était en prison, emprisonné juste pour ses idées parce qu'il n'a même pas marché. Son nom m'échappe. Mancho BBC. Mais je pense qu'il était l'un des acteurs aussi très importants qui devait être impliqué dans ce processus de négociation. Mais il me semble quand même que c'est lui qui demande aux gens d'aller à l'école. Mais c'est encore ce monsieur qu'on prend pour mettre en prison, pour coller 10 ans ou considérer 15 ans d'emprisonnement ferme. Monsieur Ayoub Tabé est là. C'est vers la rentrée scolaire, au moment où nous attendons qu'il y ait un climat d'apaisement. C'est en ce moment que le régime de satrape, que la bande de conspirationnistes, c'est en ce moment que le clan cynique, c'est en ce moment que les groupes de potentats de Yaoundé, potentats putatifs, comme j'ai l'impression, parfois l'occasion de dire, pensent qu'ils peuvent prendre Ayoub Tabé et mettre en prison. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que là derrière, il y a quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas les gens dans le gouvernement qui tirent les ficelles de cette guerre? Est-ce qu'il n'y a pas les gens dans le gouvernement? Puisque les Boko Haram arrêtés, on ne leur pas encore livré. Les Boko Haram qu'on avait pris, on nous a dit que non. Tu te rappelles, Mars? Je vais peser mon langage. On ne nous a pas encore livré ces Boko Haram de l'État. Donc, que ceux qui sont dans le gouvernement en train d'entretenir cette guerre, je suis désolé, qu'ils laissent. Parce qu'à Bamenda, on voit les gens qu'on kidnappe, on ne laisse plus. Mais on voit qu'on kidnappe certains leaders politiques et après 2 heures de temps, après 3 heures de temps, on leur relâche en commun. Quels sont ces ambazoniens? Quel est ce territoire de guerre où on peut kidnapper quelqu'un 2 heures de temps, on le relâche? Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière ça. Il n'y a pas certains gens pour des objectifs politiques sont en train d'entretenir cette guerre, peut-être pour débloquer les sous et se gonfler encore les comptes bancaires quelque part dans les paradis fiscaux. C'est une question qu'il faut poser. Sinon, on ne peut pas me faire comprendre qu'un gouvernement qui a envoyé les armes dans une zone pour massacrer la population serait incapable d'aller retirer encore ses armes. Ça, c'est une question que je me pose. Je m'interroge tout simplement. Je m'interroge. Je vous avais dit, Martin, je vous avais dit sur l'affaire de Boko Haram, excusez-moi, Boko Haram, comme on parle, le Boko Haram originel. Le Boko Haram originel, c'est un Boko Haram qui se trouve au Niger. Les gens là, eux, ils ont les problèmes avec l'État du Niger et du Nigeria. Ils veulent créer une zone d'État islamique là-bas. Ils n'avaient pas de problème avec le Cameroun. Ce sont les gens de Paul Biya qui sont allés chercher les gens là pour venir s'aimer le désordre à l'extrême nord Cameroun à des fins politiques. La guerre dans les régions anglophones, il y a un gros business qui se passe là-bas dans le trafic des armes et des munitions. Surtout, je ne parle pas de livrer les armes et les munitions aux Ambazoniens, non. Il y a un gros détournement de munitions là-bas au quartier général à Yaoundé. Et l'affaire se traite entre le ministère de la Défense et le quartier général. Je le dis tous les jours. La guerre, là, les gens ne veulent pas que ça finisse parce que les gens sont en train de se remplir les poches. C'est ce que j'appelle l'économie de guerre. Exponentielle. Les gens se remplissent les poches derrière la guerre qu'il y a dans les régions anglophones actuellement.
Le business des munitions, c'est-à-dire, il y a un gros, je le dis tous les jours, que les responsables prennent leurs responsabilités. Tous ne sont pas concernés, mais il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils aillent vérifier cette affaire. Deuxième business autour des salaires des militaires morts. Jusqu'ici. Il y a beaucoup de militaires qui sont morts dans les régions anglophones, que leur salaire passe toujours. Et ce salaire entre dans la poche de leur chef. Ça se joue toujours entre le ministère de la Défense et le quartier général. Qui dit ministère de la Défense parle de la présidence de la République parce que c'est un ministère délégué. Le ministère de la Défense est un ministère délégué à la présidence de la République. Donc c'est un business qui est en train de se jouer là-bas. Ils sont en train de jouer avec le sang des Camerounais. Ils sont en train de tuer les Camerounais. Et voilà encore l'une des raisons pour lesquelles je te dis, ce n'est que des négociations qu'il faudra entamer pour un cessez-le-feu dans les régions anglophones. Parce que nos frères ambazoniens, ils sont au courant de tout ça. Ils savent ce qui se passe. Ils savent pourquoi personne ne va engager, que ce soit du dialogue ou de quoi. L'un n'est plus là. Ils savent très bien que les gars sont en train de se remplir les poches. Voilà pourquoi on va se retrouver à Bruxelles le 7 septembre. Exactement. Il faut également dire que... Le 7 septembre, on va se retrouver pour dénoncer tout ça. Vous savez que l'Union européenne s'était prononcée concernant la crise sociopolitique et la crise dans les régions anglophones du Cameroun. La crise en Ambazonie. Je dis la crise en Ambazonie. Parce que petit à petit, on est en train d'aller vers la séparation. Si Paul Biya reste encore là-bas, moi je vous dis, Paul Biya reste encore là-bas, vous allez entendre que non, on va séparer le Cameroun. Le Soudan s'est séparé, hein. Mais bien sûr. L'Éthiopie et les Russes se sont séparés. Hein. Vous pensez que c'est le Cameroun qui ne peut pas être séparé? Allez revoir l'histoire du Cameroun. Vous allez comprendre qu'on peut séparer le Cameroun. On peut diviser le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. On peut diviser. Regardez l'histoire. Monsieur Marx, on n'y doute de rien. On peut douter de toute autre chose. Mais sauf ça. Surtout pour les gens qui ont cru que si les États-Unis entrent au Cameroun, c'est pour venir protéger quoi que ce soit. Non. Il y a une chose. Martin, excusez-moi. Il y a une chose. Non, vas-y. Nos frères anglophones, nos frères ambazoniens sont prêts à mourir tous jusqu'au dernier. Il faut le savoir. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec Biya. Ça veut dire que pour que la guerre dans les régions anglophones là s'arrête, il faut absolument que Biya dégage. Parce qu'avec Biya, il n'y aura jamais rien. Je vous le dis. Et ça va de mal en pire. Envoyez même 15 contingents de billes. Envoyez même 50 bataillons de billes. Ils ne peuvent pas être plus nombreux que les populations dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Et ce qui est dangereux avec ce genre de guerre, c'est que quand vous venez, les militaires viennent, ils viennent pour tuer les enfants des gens qui vivent dans ces villages. Je ne sais pas si on se comprend, Martin. Les militaires ne viennent pas pour tuer les étrangers. Mais, regardez, faites le parallèle avec l'extrême nord et les régions anglophones. Quand les militaires sont à l'extrême nord, Martin, excusez-moi, les populations dénoncent les gestes suspects. Quand ils savent que non, là-bas c'est suspect, les populations aident les militaires à dénicher les Boko Haram. Mais au nord-ouest et au sud-ouest, pourquoi là-bas, excusez-moi, pourquoi au nord, les populations font ça? Parce que quand c'était les Boko Haram combattaient, je parle des Boko Haram originels, c'était des étrangers. Donc c'était des gens qui venaient commettre des exactions et repartir. C'était des étrangers. Contrairement au nord-ouest et au sud-ouest, ce sont les enfants des villages, ce sont les enfants du terre, ce sont les enfants de ces parents qui restent dans les maisons. Les militaires entrent dans n'importe quelle maison, dans toutes les maisons, dans tous les villages, au nord-ouest, au sud-ouest. Il y a un Ambaboy. Voilà la raison pour laquelle Max. Quand le militaire arrive là-bas, vous pensez que le parent va dire que oui, mon enfant se trouve à tel niveau, va le tuer? Jamais il ne le fera. Monsieur voilà Max. Pourquoi les militaires ne vont jamais et au grand jamais gagner cette guerre. Parce que les parents protègent leurs enfants. Voilà la raison pour laquelle les militaires ne pourront jamais. Et tant que Paul Biya sera là, ce sera toujours comme ça. Et vous voyez vous-même l'économie du Cameroun. Vous voyez, effectivement, Patrick Mandio, les gars contrôlent le terrain. C'est le chez eux. Les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam. Pourquoi, Martin Tajo?
Les gars, c'était exactement la même chose. Les gars n'étaient pas dans leur territoire. Les petits villages vietnamiens, quand les gars arrivaient dans les villages vietnamiens, ce sont les gens du village qui les piégeaient. On leur dit, oui, non, si vous passez dans le sentier, si vous allez arriver dans tel village, sachant que dans le sentier, là, il y a un piège que leurs enfants qui sont en brousse sont en train de tendre aux Américains. C'était piège sur piège, piège sur piège. Mais les Américains se sont levés aux États-Unis, ils ont dit que le gouvernement arrête la guerre, là, c'est bon, on est fatigué de voir nos enfants mourir. Les Américains avaient la force de frappe, ils avaient les hélicoptères, ils avaient les chars, ils avaient tout genre d'arsenal. Mais ils n'ont pas pu gagner la guerre du Vietnam. Pourquoi? Parce que les Vietnamiens étaient sur leur terre et ils maîtrisaient. Mais Max, il faut aussi rappeler que ce n'était pas seulement les Américains. On sait comment la France a perdu avec la perte du Vietnam, la chute, l'échec de la France au Vietnam a aussi conduit à la perte de l'Indochine. On connaît ça, mais revenons sur le cas camerounais. Ce que tu étais en train de dire, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Et j'espère que les intellectuels vous ont assez dit ça pendant longtemps. Mais puisque ceux qui nous dirigent sont, en quelque sorte, font dans l'art de ne pas comprendre ce que nous sommes en train de leur dire. En fait, ils le font sciemment pour remplir les poches, comme Mas l'a dit. Comment un pays peut rêver gagner la guerre contre sa population dans une guerre asymétrique? On ne sait pas d'où l'ennemi vient. Le cas de Boko Haram que tu évites, Max. Prenons juste une petite bataille à la maison ou bien peut-être les petits mésententes entre les frères. Je peux avoir un petit problème avec toi, mais si le voisin vient, je veux savoir que c'est le voisin qui est là. Mais je suis désolé. En aucun cas, moi, personnellement, je dois aller dire à quelqu'un que voici mon frère pour telle autre chose. On peut bagarrer, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que le voisin est venu nous attaquer, mais on doit le livrer. Mais entre nous là, donne-moi 10 secondes, Max, pardon. Merci. Il y a 2 personnes qui sont lancées juste dans les insultes. Je vous honore et je vous incite, je vous exhorte de rester un peu poli, de ne pas insulter les combattants. Mon objectif n'est pas de bloquer les gens dans les lives. Merci beaucoup. Une fois que j'ai dit ça, je recommence. Max, dans une guerre asymétrique que tu venais de dire, on ne doit jamais savoir d'où l'ennemi sort. Ils ont gagné la guerre contre Boko Haram réellement. Parce qu'en cas d'attaque externe, eh bien, les populations du village livrent les intrus au service de renseignement. Mais dans le cas propre de la guerre anglophone, de la guerre en Amazonie, mais c'est une guerre dont on ne connaît pas par où l'ennemi arrive. L'État, il faut donc être la plus grosse bête des bêtes et un État qui ne veut carrément pas voir son pays se développer, de venir, il nous fait croire qu'il gagnera la guerre contre sa propre population. En Colombie, cette guerre civile a duré pendant des années. C'est en 2016 qu'il y a eu une négociation. Et donc l'État colombien n'a pas gagné la guerre contre cette population. Ils ont négocié, ils sont allés à table. C'était la condition sine qua non. Donc si quelqu'un est tapis dans les gros bureaux d'incantation à Yaoundé et ils pensent qu'ils peuvent prendre les armes et continuer à battre pour gagner, ils s'installent complètement à contre-courant. Ils sont complètement en contradiction. Et c'est là où j'ai eu l'habitude de dire qu'un système qui s'avait incapable de régler les problèmes causés par son propre fonctionnement, un régime qui se retrouve dans la difficulté totale de solutionner les problèmes posés par ses propres représentants, est appelé à disparaître. C'est un régime qui est purement et simplement moribond, qui ne peut plus rien nous apporter. Ça veut dire tout simplement que c'est un échec total. Et donc, c'est même très difficile de causer un problème et de penser encore toi-même apporter une solution. On a besoin d'un médiateur qui sera neutre. Les soldats ne doivent jamais avoir les informations pour arrêter qui que ce soit. Il y règne là-bas l'équilibre de la terreur, Max. L'État a ses armes. Les ambassadeurs ont leurs armes. Parfois, ils se rendent compte que les tirs sont équilibrés. Donc, ils ne s'attaquent plus mutuellement. Et celui qui perd, c'est la population. C'est la couche vulnérable. Ce sont les innocents. Et donc, dans ce cas-là, le lobbying va continuer à jouer son rôle. Ce que nous allons faire à Bruxelles, c'est de rappeler également à la communauté internationale de rester vigilant
et d'appliquer les sanctions, d'appliquer les injonctions, d'appliquer les résolutions qu'ils ont prises dans le passé. C'est une évidence. C'est vrai qu'ils sont en train de vouloir respecter la diplomatie, respecter les relations État-État et d'aller un peu étape par étape. Mais entre-temps, les gens sont en train de mourir. Entre-temps, ils sont en train de s'en foutre complètement de la gueule des Camerounais en infligeant une condamnation à perpétuité. Mais j'ai envie de dire, qu'allons-nous faire avec le procès du président élu du peuple camerounais, le président Maurice Kamto, qui arrive le 6 septembre? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? S'il lui donne aussi, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans, s'ils le font, qu'allons-nous faire? Il va falloir déjà définir également des stratégies. Parce qu'à Yoktabe, là, oui, certes, il y a les lockdowns, il y a tout ce qui est possible. Mais du côté anglophone, du côté francophone, qu'est-ce que nous sommes en train de réfléchir sur ce plan? Donc, il faut que ceux qui sont au Cameroun s'apprêtent, Max, et il faut qu'on soit clair, de prendre une émancipation intellectuelle et d'avoir une prise de conscience collective, de comprendre que nous tous, nous allons sortir. Si nous restons à la maison en croyant que Paul Biya va faire quelque chose pour les prisonniers politiques, on s'installe à contre-courant. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui sont au Cameroun, Max, ils ont l'obligation morale, et bien l'obligation du siècle de sortir pour un destin commun, pour une destinée collective. Ce n'est pas Martin Tajou qui en souffre, ce n'est pas le président Kamto qui souffre. C'est ceux qui sont au Cameroun. Ce sont les Peuls, ce sont les Bassards, ce sont les Boulous, ce sont les Bétis, ce sont ceux-là, les femmes qui, à Saint-Mélima, lorsqu'ils sont enceintes, parcourent 10 km à pied, accouchement en cours de route, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Ce sont eux qui souffrent. Et donc, ils ont l'obligation morale de sortir dans un destin commun, dans un destin qui n'est pas individuel. Chez Camerounais, le combat au niveau de la diaspora reste et demeure dans le lobbying. Ce que nous allons faire à Bruxelles, c'est du lobbying, Max. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. C'est du lobbying. Ce que nous allons faire, c'est du lobbying. C'est de continuer à contacter les représentations diplomatiques. C'est de continuer à rencontrer les organisations de droits de l'homme. C'est de continuer à rencontrer les organismes humanitaires, Max. Mais là où il y aura le cas pratique aussi, c'est au Cameroun. Je ne peux pas laisser croire à l'imaginaire populaire au Cameroun que nous, Max, on viendra marcher à Yaoundé. Mais il faut qu'on soit clair. Il faut que les Camerounais prennent leur destin en main. Enfin, Seigneur. Il faut qu'ils comprennent que nous autres, nous sommes au niveau de la diaspora et que nous sommes en train de combattre énergiquement, avec toute la conviction possible. Mais c'est parce que nous avons fui ce qu'ils sont en train de vivre au Cameroun et que nous nous battons dans le lobbying pour que ça change de l'autre côté. Mais si ceux qui sont au Cameroun laissent ce combat à la diaspora seule, Marx, disons les vérités en face, c'est que le combat ne pourra pas aller jusqu'à terme. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Et je demande aux francophones, Bafoussam, Yaoundé, Douala, Maroua, Garoua, Gaoundéré, vous tous, sortez. C'est la force de la majorité écrasante qui va permettre que la police se range derrière vous. Il faut qu'on soit clair. Entre-temps, on essaie de voir comment faire pour affaiblir Yaoundé et pour qu'il négocie automatiquement avec les ambazoniers. C'est une évidence. La négociation, elle est irréprochable. Elle est d'ailleurs irrévocable. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais de notre côté, parce qu'il faut comprendre que Marx, la lenteur qu'on voit se caractérise également par la lenteur des francophones à s'impliquer dans le combat à temps. Tu vois un peu. Dès lors maintenant que nous tous, nous avons pris la conscience que ceux qui sont en train de souffrir du côté anglophone, des zones anglophones, souffrent aussi comme nous, nous avons donc l'obligation de leur apporter notre soutien. Parce que hier c'était eux, demain ce sera nous. Mais comment faire? Nous allons contre-attaquer cela avant. Donc, chers Camerounais, avec tout le respect que nous vous devons, ce que vous allez faire au Cameroun, c'est de sortir en masse et en cascade, tous collectivement. Et j'ai toujours dit, si on laisse 2 personnes sorties, si on laisse 3 personnes sorties,
Si on laisse 10 personnes sortir, mais il en va de soi que la police va les arrêter. Vous pouvez pas, si vous êtes 15 enfants sur la rue et qu'il y a 3 contingents de militaires, mais c'est une évidence qu'on va vous arrêter. Mais dans aucun pays au monde, mais je répète, dans aucun pays au monde, on a vu 10 000 personnes dans la rue et 0 en Algérie, au Soudan avec Omar El-Béchir, au Burkina Faso avec Blaise Compaoré, un peu de partout. Ça s'est fait ainsi. Ça s'est fait ainsi. C'est la population qui est sortie en masse. Donc, je m'adresse d'abord, dans le cas qui concerne le Cameroun, aux Boulou, mes frères Boulou, qui m'écrivent dans mes inbox. Mes frères Betty, qui m'écrivent. J'en ai reçu encore des courriers ce matin. Mes frères Bassa, je vous assure, nous avons l'obligation de lutter tous main dans la main pour un destin commun des Camerounais. Si nous sommes en train de souffrir au Cameroun aujourd'hui, mais c'est Paul Biya qui a pris le Cameroun de la prospérité et de la cohésion nationale et qui l'a ramené dans la misère comme c'est le cas en 2019. C'est lui qui l'a ramené dans le gouffre. C'est lui qui nous a enfoncés aujourd'hui dans la situation de désespoir total où nous nous retrouvons. Ça, c'est en ce qui concerne le Cameroun. Donc nous tous, nous avons l'obligation, Moura, de sortir. Et de ne pas croire que c'est pour un homme. Ça, c'est d'un. De deux, concernant l'étranger, moi, j'ai envie de poser une question ce soir. Doit-on encore apprendre à la diaspora camerounaise de sortir et marcher? On doit encore revenir là-dessus. On devait encore expliquer pourquoi il devait sortir. Est-ce qu'on devait encore expliquer aux Camerounais de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, de Bruxelles, de la Suisse, que sortir, c'était un devoir, que sortir, maintenant, c'est une obligation? On devait encore les expliquer ça. Ce sont eux, ceux-là qui nous suivent familiers, ils sont connectés ici, plus de 850 ce soir. C'est eux qui devaient même nous pousser à sortir. Ce n'est plus nous. Normalement, on devait avoir l'inversion de rôle. On a déjà tout expliqué, Mars. Normalement, en ce qui concerne la diaspora, quand on devait organiser la marche, on devait seulement annoncer qu'il y a la marche tel jour et venir voir 10 000 personnes. Est-ce que je manque, Mars? Puisqu'on y va déjà à partir du constat que, ou bien sur la base que ceux qui ont traversé sont déjà carrément conscients de la situation du Cameroun. On y va déjà sur la base que ceux qui ont traversé la Libye au risque et péril de leur vie ont choisi de mourir en aventure que de mourir au Cameroun parce que en partant en aventure, ils avaient deux possibilités. Soit ils peuvent réussir, soit ils peuvent mourir. Alors qu'en restant au Cameroun, il n'y avait qu'une seule possibilité, mourir. Mais une fois qu'on a cette conscience et ce subconscient et que nous sommes à l'étranger, je pense que lorsque Marc Seignon et voit, lorsque Martin Tajo, lorsque Calipri, lorsque Stéphane, lorsque les Camois et tous les autres, lorsqu'ils vont dire, bon, les gars, on se retrouve à Bruxelles le 7, on devait seulement voir comment les gars sont en train de poster et de dire que nous serons là, nous serons tous là. On ne devait même pas encore être au niveau où nous allons encore sensibiliser la diaspora camerounaise dans son intégralité. Je dis bien la diaspora camerounaise d'Europe, d'Asie, d'Amérique et un peu de partout, de sortie. On ne devait même plus se livrer à cet exercice. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, mes frères, la population diasporienne, je vous assure, nous avons l'obligation de sauver les Camerounais. Nous avons l'obligation de jouer notre rôle. Je dis ceci, s'il m'arrive chaque moment de vous sensibiliser encore pour que vous sortiez marcher avec nous ici, vraiment, c'est que le combat sera long. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, et en même temps vous demandez à ceux qui sont au Cameroun d'aller marcher, il faut un peu une remise en question. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas quelque part. Eux-mêmes vont dire, mais à l'étranger où ils ont la possibilité de marcher, et ils ne sont pas sortis par milliers et ils nous demandent, nous autres au Cameroun, de sortir. Non, ils ne vont pas le faire. Donc, la charité commence par soi. Mes chers compatriotes, chers abonnés, nous avons l'obligation de sortir d'abord. Ici, obligatoirement, au moment où nous sommes en train de motiver ceux qui sont de l'autre côté de sortir. Je passe en disant que collecter l'argent pour les prisonniers, collecter l'argent pour ceux qui sont dans le cachot du désespoir, Mars, c'est une initiative louable. Tu comprends, non, Mars? Et donc, à chaque moment, lorsqu'on pose un problème de fond quelque part, il faut qu'on laisse la forme. Nous avons cotisé ici. Nous, quand nous cotisions auparavant, il n'y avait même pas encore la brigade anti-sadinage, je pense. Nous avons cotisé presque 1 000 € sur ma page, tu te rappelles, pour acheter une moto à Blaise et Sama. Nous avons cotisé aussi ici.
lorsque les Clarisse Makuete et les autres ont été massacrés, tu te rappelles, pour les premiers, les gens qui ont été incarcérés, non pas incarcérés, ceux qui étaient à l'hôpital, nous l'avons fait. Donc chaque moment que nous collectons, nous louons les initiatives. Mars, tu venais de collecter plus de 4000 euros. Ça, c'est une initiative à louer. Mais Mars, est-ce que si tu fais l'erreur, matin, je ne dois pas te dire, ou bien si je fais l'erreur, tu ne dois pas me dire. Je te dis, Mars, j'ai fait une erreur, dis-le en public. Et je serai le premier à venir dire, Mars, je m'excuse. Il faut qu'on soit clair. Donc, chaque moment qu'il y a les thématiques qu'on dépose, regardons le fond, pas la forme. Pas la forme. Regardons le fond, le mode opératoire. Donc, je loue les initiatives que nous faisons, toutes les initiatives. Contribuons comme il faut. Contribuons sur tout le monde. Je gagne, je marche partout pour les prisonniers politiques. Mais, Marx, il y a une chose que je vais dire aux Camerounais ce soir. Marx, si nous voulons un soulèvement populaire massif au Cameroun, nous avons l'obligation d'utiliser un langage qui va intégrer tout le monde. Pourquoi? Parce que l'État qui est là, Marx, ce sont des tribalistes. Et puis, chaque moment, ils sont en train de chercher à vouloir catégoriser notre lutte. Ils ont cherché plusieurs fois, ils ont fait plusieurs tentatives de dire que c'est une lutte des Bamileke, de dire que c'est une lutte seulement des anglophones, ce qui était faux, ce qui est archi faux. C'est une lutte qui concerne tous les Camerounais. Et donc, à chaque moment, il faut qu'on intègre automatiquement les autres, on emploie un langage qui dit que les petits, qui vont leur faire confiance, qui vont leur faire prendre, avoir la confiance de soi, leur faire comprendre qu'ils sont aussi au cœur de l'action. Parce que le Cameroun ne se fera jamais, jamais sans les musulmans, jamais sans les chrétiens, jamais sans les chefs religieux, jamais sans les chefs communautaires, jamais sans tous les leaders politiques, jamais, quel que soit le bord politique où quelqu'un se retrouve, quelle que soit la région où on se retrouve au Cameroun, nous sommes automatiquement impliqués dans cette lutte de libération. Désolé de monopoliser la parole, Marx. Quand quelqu'un veut parler, il faut le laisser parler jusqu'au bout, c'est très important. Parce que en réalité, même dans un débat, celui qui parle sème, celui qui écoute récolte. C'est très important et il faut, je dis ça surtout à ceux Camerounais qui disent non, laisse la parole à Marx, tu as déjà trop parlé, laisse. Ça ne me gêne pas d'écouter. J'aime écouter les gens. Je peux t'écouter pendant 1 heure du temps, je ne réagis même pas. Je t'écoute parce que pendant que je t'écoute, je suis en train de récolter. Je gagne en sagesse. Tu vois un peu? C'est très important. Je gagne aussi en expérience parce que j'apprends beaucoup de choses que tu dis et tu vois un peu, voilà. Mais il y a un truc tout à l'heure que tu as dit un matin. Sachez aussi une chose. C'est la qualité de la forme qui fait jaillir le fond. Je vous le dirai toujours, toujours et toujours. Quelle que soit ton entreprise, c'est-à-dire quel que soit ce que tu entreprends, c'est la forme qui va faire jaillir, la qualité de la forme qui fera jaillir le fond. Si la forme est mauvaise, biaisée, sois sûr que le fond sera automatiquement caché, ne sera jamais vu. Merci. Tu vois un peu, non? Ok. C'est très important. Et il y a beaucoup de personnes ici qui se disaient combattants, qui passaient le temps à engueuler les gens, qui croyaient que c'est en engueulant les gens que les gens vont comprendre, mais ils se sont rendus compte qu'ils se perdaient eux-mêmes. C'est très important de toujours bien soigner la forme. Tu soignes la forme, le fond va ressortir, c'est évident. Voilà. En ce qui concerne Bruxelles, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est avec tout ce qu'on a énuméré ou alors tout ce que nous avons énuméré, si on veut parler en bon français, n'est-ce pas, que nous allons nous retrouver à Bruxelles. Avec tout ça, nous allons nous retrouver à Bruxelles. C'est pour ça que nous devons arriver à Bruxelles le 7 septembre. Nous ne devons pas fléchir, même si les gens au Cameroun ne sortent pas. Notre résistance est seulement 1 an. Je puis vous rassurer que ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé au Soudan, certes, les gars n'étaient pas trop dans les réseaux sociaux, mais c'est un travail des années. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, ça a mis des années. C'est un travail de fond, des années. Ce qui est en train de se passer au Togo, c'est un travail des années. Nous sommes en pleine résistance. En même temps, nous sommes en pleine révolution.
Je ne sais pas si tu comprends, Martin. Nous sommes en pleine résistance, mais en même temps, nous sommes en pleine révolution. Oui. Tu vois un peu? Oui. Mais tout ce qu'on fait en diaspora, a un impact au Cameroun. Max. Tout ce qu'on fait ici, même si les gens au Cameroun ne réagissent pas encore, il y a un impact de tout ce qu'on fait en diaspora au Cameroun. Sinon, c'est que les gens là n'allaient pas se gêner. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens là n'allaient pas se gêner, mais ils sont gênés. Tous les jours, ils font des débats sur nous. Tous les jours, ils font des réformes. Tous les jours, ils font ci, ils font ça. Toutes les actions que nous menons, même les directs live qu'on est en train de faire. Toi, tu es en train de voir 700 personnes qui sont en train de regarder, mais ce n'est pas 700 personnes qui vont voir ce live. Il y aura peut-être, Facebook va t'afficher qu'il y aura peut-être 20 000 personnes qui ont suivi ce live. Et parmi ces 20 000 personnes, il y en a qui font passer ce live sur les WhatsApp. Il y en a qui coupent des vidéos et qui font passer sur YouTube. On touche en moyenne le million de personnes. Quand on vient parler des trucs du Cameroun, c'est moi, je puis vous le garantir. Des gens coupent nos vidéos, ils envoient sur WhatsApp. Ils coupent les vidéos, ils envoient partout. Je parle personnellement peut-être de moi, je retrouve mes vidéos parfois partout. Parfois, je reste comme ça, WhatsApp, il y a des gens qui m'envoient des extraits de mes vidéos. Et c'est comme ça que ça se balade sur WhatsApp. Donc, tout ce qu'on fait a un impact direct au Cameroun. Direct, même pas que ça fait comme ça. Et si le peuple ne se lève pas encore, c'est parce que ce peuple a été éduqué à ne pas réagir. Mais sachez aussi que tôt ou tard, le peuple là finira par se lever. C'est très important. Donc, je parle surtout à ceux qui se démobilisent déjà, pardon. Ne vous démobilisez pas. Le combat est là, c'est rude. Et quand ça devient dur, c'est là où on connaît les vrais durs. Ne dites pas que ce qu'on fait en diaspora ne porte pas les fruits. Il faut automatiquement aller au Cameroun. C'est faux. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce que nous on fait là actuellement, Master, on appelle ça la propagande. On appelle ça la propagande et ça place dans une lutte. Et c'est même les gens de l'extérieur qui font la propagande. Parce que les gens du pays ne peuvent pas faire la propagande, on va les arrêter, les arrêter, les arrêter, les arrêter. Les gens de l'extérieur, c'est leur travail. Faire la propagande, combattre médiatiquement le gouvernement tyrannique. C'est ça le travail de la diaspora et nous sommes en train de faire notre travail à merveille. Ne regardez pas peut-être les petites chamailleries que les gens ont à gauche, à droite entre eux. Tant que ça n'entre pas dans le cadre du combat, hein, le combat se porte bien. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut savoir dissocier les problèmes personnels des gens et le combat. La preuve, chaque fois que ces gens, parfois qui ont des petites querelles, je reviens sur ça parce que tu en as parlé, chaque fois que les gens qui ont des petites querelles se retrouvent sur le terrain, les gars là, boum, les gars boxent ensemble. Regardez à Genève. Les gars étaient ensemble, ils ont boxé contre Biya. Pourtant, les gars avaient des petits. C'est ça le monde des hommes. C'est aussi ça la révolution, c'est aussi ça le combat. Voilà pourquoi nous devons nous retrouver à Genève, à Bruxelles, le 7 septembre. Nous devons continuer ce que nous savons bien faire. Nous mobiliser, déranger, marcher, piétiner les pavés européens, américains, partout où on se trouve. Regardez un peu. Je veux rendre un vibrant hommage à ce grand frère Ninja. Oui, Ninja, tu es un monsieur. Je parle de Richard Bonnat. Oui, oui, je suis. C'est lui qui a fait en sorte que Paul Biya soit recalé. Ce n'est pas Paul Biya qui a annulé son voyage. C'est le Japon qui a refusé que Paul Biya vienne au Japon. Exactement comme ça s'était passé ici à Paris. Rappelez-vous l'année passée, quand Paul Biya devait venir pour le sommet de la paix organisé ici en France, à Mof Mide, on s'est retrouvés tous à la place de la République. On a dit que Paul Biya, we dit what you, on t'attend, on va te nuire. On avait les œufs, la farine, tout. Paul Biya dit qu'il ne vient plus. En fait, c'est Macron qui a demandé à Paul Biya de ne plus venir. Paul Biya avait déjà tout réservé, tout l'avion, tout. Les Japonais, il y avait déjà les pilotes japonais qui étaient là, ils étaient logés à l'hôtel Hilton, ceux qui devaient transporter Paul Biya. Le Japon a dit que Mba, vraiment, ne vient pas. Vous savez ce que Richard Bonnat a fait pour que Paul Biya ne vienne pas? C'est parce qu'il ne fait pas le bavardage. Sûrement, les gens lui ont demandé, mais pourquoi tu dis que tu ne veux pas jouer devant le monsieur là? Il leur a expliqué.
Bien sûr. Actuellement, il est en tournée au Japon. Et donc, ce n'est pas comme si c'est à cause de ça, à cause de... Non, il est en tournée au Japon. Et c'est un monsieur qui chante seulement pour des boss. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui fait de la musique. Pas les pètes des casinos. Il fait de la musique. Et il a des convictions. Il est cohérent dans sa lignée. Il a dit, même pour tout l'or du monde, je ne peux pas chanter devant Bia. C'est de l'incohérence. Bien sûr. C'est un criminel, ce monsieur. Il a dit, mais vous savez combien il pouvait gagner au concert, là? Vous savez combien? Et vous savez combien de personnes devaient être contents, combien de chefs d'État devaient être contents de voir Richard Bona chanter devant eux? Et vous pensez qu'ils allaient se priver de ce plaisir à cause d'un grabataire nommé Paul Biya? Non. Ils ont dit que le comité d'organisation a demandé à Biya de ne pas venir. Il ne faut pas qu'il vienne nous gâcher la fête. Il ne faut pas qu'ils viennent gâcher la fête. Les gars ne savaient pas que c'est comme ça que ça allait se passer. Il ne faut pas qu'ils viennent gâcher la fête. Pardon, mon frère, reste dans ton pays. On ne veut pas de toi ici. C'est comme ça que Biya ne vient plus. Ce n'est pas que Biya a annulé son voyage, c'est faux. Exactement. Moi, je vous donne des informations de sources sûres. Donc, nous ne devons pas lâcher. Et vous allez dire que ce que Richard Bona a fait n'a pas un impact au Cameroun. Donc, les actions qu'on a posées à Genève dernièrement, ça n'a pas un impact au Cameroun. Mais qu'est-ce que les gens vont parfois raconter? Continuons de faire ce qu'on sait faire, Martin. Chacun mène le combat avec l'outil qu'il a. Bien sûr, bien sûr. Chacun mène le combat avec l'outil qu'il a. Nous avons Facebook comme outil de combat. Combattons avec Facebook. Utilisons Facebook pour combattre. Combattons le gouvernement. Combattons-les sur Facebook. Combattons-les sur Twitter, partout. Tant qu'on peut contredire tout ce qu'ils disent, c'est une avancée. Voilà pourquoi nous devons nous retrouver par dizaines de milliers, par centaines de milliers à Bruxelles le 7 septembre. Celui qui ne vient pas à Bruxelles, il aura raté beaucoup de choses. Il aura raté beaucoup de choses. La présence de tout le monde est souhaitée, tout comme les gens peuvent avoir des empêchements, mais nous voulons un maximum de personnes. Je veux voir cette conviction-là. Je veux voir cette envie que les gens avaient quand ils venaient marcher à Paris, ils allaient à New York, ils allaient partout. Je veux voir cette même envie-là de mobilisation à Bruxelles. La vérité, c'est que ce n'est pas seulement Max et Martin qui marchent pour remplir les rues. C'est vous qui sortez de vos maisons parce que vous voulez vous exprimer. Ne cédez pas à la fatigue parce que le combat n'a même pas encore commencé. Bien sûr. Ne cédez pas à la fatigue. Vous pouvez voir même qu'on peut avoir un deuxième combat que Paul Biya tombe là, que cadavéré, pim, mort. Allez, Gongo et Chantal Biya, ils mettent la personne qu'ils voulaient mettre là. Ça veut dire que le combat sera long. Ça veut dire que le combat sera long, les gars. Donc vous pensez qu'on s'est levé comme ça là parce qu'on croyait que ça allait être facile? Non. Non. Si on peut faire quelque chose, faisons. On peut faire quelque chose, faisons jusqu'au moment où ça va payer. Paul Biya peut, pendant qu'on est en live là maintenant, Paul Biya peut cadavérique, il meurt. Chantal Biya et Ngongo, ils prennent un dauphin, ils mettent là, comme si c'était Ngongo lui-même. Les gars, ils contrôlent l'armée. Celui qui contrôle l'armée contrôle le pays. La seule personne qui peut contrer celui qui contrôle l'armée, c'est la personne qui contrôle le peuple. Tu vois un peu? Bien sûr. Celui qui peut dire au peuple que sortez, le peuple sort. Mais ils ont arrêté tous ces gens, ils ont mis en prison. Et ça va être un autre combat. Comme je vous le dis, si Paul Biya meurt et que les gens là mettent une autre personne de leur clan à la tête du Cameroun, ça va être un autre combat. Donc, soyons préparés à toutes les éventualités. Je parle un peu le gros français aujourd'hui. Parce que chaque fois que je dis que, bon, moi, je ne connais pas le français, les gens croient que je suis un petit français. Que tu es un petit francelog. Hein? Donc, Marc, c'est très bien. Parce que si c'est pour parler le vrai français, on va parler le vrai français. La gromologie, là, ça ne nous dépasse pas. Attendez, Marc. Depuis 1982, qu'ils pondent des gros français sur les plateaux de télévision au Cameroun, là, ils ont réussi à développer une formule pour transformer la terre rouge de Yaoundé. Ils ont réussi à développer une formule pour donner l'eau à boire aux gens. C'est des gros franceologues, comme les Mathias Eric Ounangini. Ils excellent dans l'art de tromper le peuple. Oui, je parle aussi le gros français, les gars. C'est des gros franceologues. Quelqu'un qui vient sur un plateau télé, il dit qu'il est professeur. Et après, il dit que l'État peut résoudre le problème de son peuple par la force. Par la force. Il passe autant à expliquer les mots. L'argent que vous achetez les armes avec là, ce n'est pas l'argent du peuple là.
Il aime Zamba. Donc Mathias Oronan qui dit que moi, je te donne mon argent pour que tu achètes les armes pour me protéger. Tu prends ces mêmes armes, tu retournes contre moi, c'est légitime. J'ai envie de dire à Mathias Eric Ounangini, il a un oiseau. Tu comprends, non? Voilà. Un gros tribaliste, La violence n'a jamais été légitime contre le peuple. La seule violence qui peut être légitime, c'est la violence du peuple. Alors, si on veut parler dans ce cas, ça veut dire que nos frères Ambaboy ont plus de légitimité dans la violence que les militaires. Bien sûr. Vous comprenez ça? Bien sûr. Ils sont dans la réplique. Ce sont les enfants du nord-ouest et du sud-ouest qui ont acheté les armes. Ils ont formé les militaires, ils ont acheté les tenues des militaires et ce sont eux qui payent le salaire de ces militaires. Donc ça veut dire que les militaires là sont leurs employés. Ce sont eux qui payent le salaire de Paul Biya. Ça veut dire que Paul Biya est leur employé. Alors l'employé n'aura jamais la légitimité devant son patron. Jamais de la vie. Celui qui a la légitimité, c'est le peuple. Il a la légitimité de la violence aussi. Quand ça ne va pas, quand tu piétines le peuple, il a le droit d'être violent. Il a ce droit. Mais toi, le gouvernant, celui qui ne gouverne pas bien, celui qui ne dirige pas bien, tu n'as pas la légitimité. Tu n'as aucune légitimité contre le peuple. Le peuple est souverain. Le peuple n'a jamais tort. Le peuple n'a jamais tort, monsieur Onangini. Donc, il faut souvent fermer votre cabinet quand vous venez sur des plateaux télé. De toutes les façons, quand je parle de cabinet, c'était Suffision Kaka. Excusez-moi, Martin, tu peux parler. Merci, Max, merci. Oh, le peuple, on leur demande de construire les écoles et les hôpitaux. Eh bien non, ils ont choisi plutôt, allez, ils vont augmenter les prisons. Ils ont choisi acheter plutôt les armes pour aller battre leur propre population. Paul Biya pense un seul instant dans sa tête. S'ils rêvent qu'ils vont réussir cela, je suis désolé. Parlant de Mathias Eric Ounangini, c'est là que je vais parler du vrai tribalisme. Ce sont eux, donc, les ethnofascistes, les vrais tribalistes, ceux qui ont réussi à fabriquer une idéologie bamifo et ils ont cherché à l'universaliser. Ils vont terminer par normaliser, c'est-à-dire pour eux, ça va devenir même une norme. Aujourd'hui, quelqu'un qui en 2015 ou 2014 ne s'est plus trop été trop lucide, a utilisé son intelligence pour blanchir la médiocrité en place. C'est ceux-là que j'appelle les pseudo-intellectuels, les prostituées intellectuelles. Ceux qui ont réussi, ils ont refusé de mettre le produit de leur activité intellectuelle pour améliorer le cadre de vie des Camerounais, pour développer le Cameroun, pour améliorer, pour critiquer l'État. Ils ont refusé de jouer le rôle que les journalistes, les vrais journalistes de Vision 4, de Vision d'Equinox, autant pour moi, jouent. Mais ils ont choisi d'aller dans leur laboratoire de fabrication de mensonges et de prolifération d'affabulation pour blanchir la médiocrité de celui qui a tué le Cameroun systématiquement aujourd'hui. Chers Camerounais, est-ce qu'on doit revenir encore sur ça? Est-ce qu'on doit encore revenir expliquer ça? Les Amazoniens sont en légitime défense, c'est clair. C'est clair. C'est l'action-réaction. L'État a pris les armes contre sa population, eux, en guise de légitime défense, parce qu'ils ont vu comment l'État bute leurs frères, ils ont vu comment l'État bute leur maman, ils ont vu comment l'État bute leurs cousins, leurs oncles. Mais ils étaient obligés de se défendre. C'est une évidence. Et puis, n'oublions pas aussi de rappeler qu'il y a les enfants, les petits-enfants de guerre qui sont en train de grandir. Mars, tu penses qu'un bébé de 2, 3, 4 ans qui voit assassiner et tuer sa maman, tu penses qu'il va grandir, la psychologie, il aura une mémoire qui est tranquille? Zéro. Sa mémoire sera toujours troublée. Ça sera troublé. Et l'enfance est le père de l'humanité. Ça veut dire que plus tard, il va encore se rappeler du calvaire qu'il a subi. Cet enfant va se rappeler des atrocités. Il va se rappeler de ce que ses parents ont subi. Et on ne sait pas. Et il y a une autre chose que je voudrais dire, Mars. Ces gens qui sont en train de quitter les zones anglophones maintenant pour aller à Douala, pour aller à Yaoundé, pour aller à Bafoussam, pour aller un peu de partout. Mars, je vais poser une question. Cela part avec quelle arrière-boutique? Ils partent avec quelle perception de l'avenir? Est-ce que Paul Biya ne peut pas se poser la question de savoir, du coup, du jour au lendemain, comme ça, là, ils peuvent aussi bombarder à Douala ou à Yaoundé? Ils ne peuvent pas se poser cette question. Parce que si Yaoundé respire, le Cameroun se porte bien. Le lendemain, si ceux-là, parce qu'ils ont vu ce que Paul Biya a infligé à leur frère Bamenda, se constituent aussi en groupe et décident aussi d'attaquer maintenant Yaoundé. Paul Biya va dire quoi en ce moment? Il va dire quoi? C'est pour ça que je dis que le système en place est en train de fabriquer et de cultiver les foyers de tension terribles. Et à chaque moment, on ne sait pas par où ça peut bombarder au Cameroun.
Je vous dis, à chaque moment, on ne saura pas par où est-ce que les gars là vont bombarder au Cameroun. Ce ne sont pas des kamikazes, non. Ce sont des êtres comme nous. Mais à qui on applique des tortures de telle façon que lorsqu'ils fuient, ils ont ça dans la tête, c'est ça qui les fait fuir. Mes chers apparatchiks, mes chers, on va les poncter du pouvoir, mes chers gérantes. Cessez de cultiver les foyers de tension au Cameroun. Parce que les civils qui sont à Yaoundé, à Douala, on ne sait pas ce que les réserve le futur. Diriger, c'est prévoir. Il faut prévoir l'avenir. Il faut prévoir l'avenir. Vous avez systématiquement tué l'économie. Les anglophones, 20% de la population, sont ceux qui vivent en majorité sur le secteur informel. Et donc, si on a perdu aujourd'hui plus de 60 000 emplois dans ces régions, si on parle des milliards de chiffres d'affaires qui sont tombés, eh bien, cela a des répercussions macroéconomiques au niveau national, de telle façon qu'in fine, l'économie du Cameroun chute. Qui perd? C'est nous, la couche vulnérable. Qui perd? C'est la couche démunie. Qui gagne? C'est exactement ceux qui entretiennent cette guerre. Qui gagne? C'est la Suisse avec les comptes bancaires qui seront toujours musclés. Qui gagne? Ce sont les cancres du pouvoir qui sont en train de vivre dans un luxe total. J'espère qu'on est en train de vous éclaircir sur cette affaire. Pobia, chaque année, prévoir les milliers d'emplois. Mais qu'est-ce qu'on reçoit à la fin d'année? La prostitution. Vous savez ce que la population anglophone est devenue? Vous connaissez comment les mineurs sont devenus? Vous connaissez le travail à Douala et à Yaoundé. Maintenant, on les viole partout. Maintenant, ils se donnent à la débauche, moyennant de l'argent. On connaît ce qu'ils sont en train de faire dans les rues de Douala. Monsieur Paul Biya, nos dirigeants, oui, vous êtes sages. Vous êtes des potenteurs du savoir, les possesseurs du savoir. Mais maintenant, là, qu'est-ce que vous allez faire avec ces enfants? Ce sont les emplois là qu'on voulait réserver aux Camerounais, la prostitution. C'est ça? L'heure est venue où les Camerounais doivent regarder ça de face et sortir. Ce n'est pas un problème anglophone, c'est un problème francophone. C'est un problème qui est national. Pobia est en train de déclarer la guerre contre toute la population. Il est en train de déclarer la guerre contre tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas seulement les anglophones. Si jusqu'ici, nous au niveau de Yaoundé et de Douala un peu de partout, si nous ne sortons pas en croyant que c'est une affaire de l'autre côté, je suis désolé. Vous serez en train de donner les balles à l'État qui est en place, de vouloir carrément continuer à entretenir sa division. Et le lendemain, c'est nous qui allons souffrir. Qu'est-ce que nous allons faire à Bafoussam, à Tcham, par exemple? Si cette guerre venait de s'escalader, qu'est-ce que nous allons faire? Si maintenant, parce que la force de la milice de Pobia est déjà affaiblie dans l'Amazonie, si maintenant les gens traversent les frontières, nous allons faire comment? Arrive l'ouest, attaque tout l'ouest. S'ils quittent le sud-ouest, attaque Douala, attaque le littoral. Nous allons faire comment? Est-ce qu'en ce moment-là, ce sera seulement l'Amazonie qui serait touchée? Est-ce qu'en ce moment-là, Douala sera encore en train de bien vivre? Est-ce qu'en ce moment-là, Yaoundé sera en train de bien vivre? Yaoundé va encore respirer? Et ce que Pobia est en train de vouloir faire, Mars, c'est qu'ils veulent entretenir exactement cette guerre pour avoir les moyens de s'éterniser encore au pouvoir. Parce qu'aussi longtemps, ils vont dire qu'il y a la guerre là-bas. Donc nous sommes en train de vouloir mater la guerre. C'est faux. Ce sont eux qui entretiennent. S'ils arrêtent, mes chers Camerounais, ceux qui sont dans la diaspora, vous savez, les lives comme ceci, j'ai l'habitude d'être terre à terre. Nous avons l'habitude d'évoluer en saut de puce pour attaquer un peu tous les sujets et essayer juste de revenir sur ce que nous vous avons expliqué pendant des années, parce qu'il faut le dire. Depuis 1 an, 2 ans, jour pour jour, Mars, tu n'as pas fait quel live? Tu n'as pas expliqué quoi? Matin, ta jour, je n'ai pas expliqué quoi? Nous n'avons pas fait quelle analyse? Nous n'avons pas démontré quoi? Donc aujourd'hui, là, quand nous venons en live, c'est pour rappeler juste et déconstruire le mensonge que l'État a proliféré. C'est parce qu'on ne peut pas laisser le mensonge que Vision 4 passe. On ne peut pas laisser la désinformation que la CIA TV vous passe.
On ne veut pas laisser que la transgression de la réalité qui se fait dans les journaux au Cameroun se propage. Il faut que nous venions complètement pour déconstruire cela, Marc. C'est une évidence. Ça, c'est le but. Et vous informer sur la réalité. Si vous vous adonnez aux médias mensonges au Cameroun, aux médias mensongers, c'est que vous êtes morts. Vous avez l'obligation de vous déconnecter de tous ces médias et de vous connecter sur nos pages respectives. C'est nous qui disons la vérité et non l'État. Vous vous abandonnez là-bas, vous êtes morts. Je vous rappelle qu'hier soir encore, le ministre, il s'appelle qui là, d'enseignement supérieur, Jacques Famé-Ndongo, s'assoit pour dire que dans les zones anglophones, les rentrées scolaires en 2016, il y avait 16 000 étudiants. En 2017, il y avait 18 000. En 2018, il y avait 20 000. En 2019, il y a 21 000. Vous comprenez comment on essaie de vous formater le logiciel pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas un problème anglophone, qu'il n'y a pas les problèmes de rentrée scolaire dans les zones anglophones, pour vous faire comprendre que les gens, qu'il y a le calme là-bas et donc le nombre d'étudiants ne fait qu'augmenter et qui fréquentent paisiblement. Mes amis, avec ça, vous voulez que nous restions tranquilles? Je suis désolé, c'est archi faux. Personne ne va à l'école là-bas. Voilà 2 semaines de lockdown qui a été déclaré. Voilà toute la population qui se trouve dans les gares routières sont en train de déserter les lieux. Avec tout ça, un ministre a le courage, le culot, d'aller vous faire comprendre que le nombre d'étudiants augmente chaque année. Quand on veut mentir, on doit même être un peu cohérent dans le mensonge. Jacques Famé-Ndongo, on va être cohérent. Donc Mars, pour ça là, on ne peut pas rester tranquille. On est obligé d'éclairer la lanterne. C'est une évidence. Parce que Equinox peut essayer peut-être d'être un peu réel. Mais aussi, ils ont encore l'emprise sous leur dictature. Donc, ils essaient un peu. Ils ne peuvent pas parfaitement tout dire. Même comme ils essayent, c'est déjà louable. Donc, attention. Et nous qui donnons les informations, pourquoi on le fait? Parce qu'à l'intérieur du gouvernement, parce qu'ils sont complètement en déséquilibre, ils sont déjà vulnérables. Il y a des clans à l'intérieur, Mars. Et les clans qui s'opposent nous envoient des informations. Parce qu'ils ne peuvent pas parler. S'ils parlent, on va les arrêter. Ils nous envoient les informations pour passer aux Camerounais. Eh bien, nous avons l'obligation également de leur faire comprendre que nous avons passé cette information. Il faut qu'ils sachent cela. Qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a des clans qui s'opposent, qui sont dans la bataille de succession. Et donc, lorsqu'un clan se rend compte qu'il est affaibli par l'autre, directement, il prend les informations et nous envoie à Max. Pour qu'on écrase au camp adverse. Ça nous, on va dire quoi, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide dans le combat et on ne pourra pas laisser cela. Donc, que ce soit Facebook ou partout, ça a leur rapport. Mars, au niveau de l'international, qui a mis la diplomatie, qui a mis la communauté internationale au parfum de ce qui se passe au Cameroun? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas à travers nos lives de mobilisation, nos marches et puis nos déclarations. Ce n'est pas ça, Mars. Quelqu'un peut nous dire aujourd'hui que notre communication, on devait arrêter. Un peu comme si au Cameroun, ils étaient en train de sortir. OK, pour que nous on arrête la communication ici, il faut que ceux qui sont au Cameroun sortent en masse et en cascade. Dès lors qu'ils vont sortir, ils seront par milliers. Dès lors qu'on va voir 50 000 personnes dans les rues de Yaoundé, mais directement, Pobia va tomber. Et puis le Cameroun sera bien. On n'aura plus à dire. Continue, Mars, oui. Tu voulais dire quelque chose. C'est même si les gens là sortent qu'on doit même accentuer ce que nous sommes en train de faire. Oui. Donc, à aucun moment, on ne doit arrêter le live jusqu'à ce qu'il n'y a pas, jusqu'à ce que le pays soit bien. C'est même quand les populations sortent là que nous devons les accompagner encore avec des multiples lives. On va arrêter dans 5 minutes. 3 heures du matin. Voilà. Effectivement, Martin, je vais clôturer parce que, comme tu disais, je devais même te rappeler ça qu'on doit arrêter le live à 20h30. Je vais clôturer en disant rendez-vous déjà de 1 sur ma page, bien évidemment, Max Seigneur officiel, dimanche à 21h, avec le responsable de la brigade des handicapés. Le professeur Ouelé. Des handicapés. Le professeur Ouelé. Oui, il est aux États-Unis. D'accord. Nous serons en live. Il sera mon invité spécial dimanche à partir de 21h de la France. D'accord, merci. On a même eu un pas. J'ai envie de vous dire rendez-vous à Bruxelles le 7 pour la grande marche. Et nous allons nous enchaîner sur les portails du Parlement européen. Et nous n'allons quitter de là que quand un député européen va nous recevoir. Merci. Nous allons nous enchaîner. On va demander aux gens là si les milliers de morts qu'il y a au Cameroun là, ce n'est pas déjà bon comme ça. Que si eux, ils disaient que le Cameroun est un pays souverain, eh bien qu'ils arrêtent de vendre les armes. Qu'ils prennent des résolutions et qu'ils commencent avec les sanctions.
qu'ils arrêtent de financer le Cameroun, qu'ils arrêtent de vendre les armes à Paul Biya, qu'ils arrêtent de vendre les munitions à Paul Biya. Comme ça, Paul Biya n'aura plus de quoi tuer nos frères. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que non, on ne peut pas s'ingérer dans les affaires d'un État. En même temps, ils sont en train de vendre les armes à feu à ce tyran qui tue sa population. Ça veut dire qu'ils sont complices. Je ne peux pas vendre les armes à un braqueur. Et je dis que non, ce que le braqueur fait là-bas, ça ne me regarde pas. Non, ça te regarde. On ne fabrique pas les armes au Cameroun. Et moi, je vous dis, c'est ce que j'avais dit à un député ici là, en France. Il me dit que, mais vous parlez avec un peu de diplomatie. Après, je dis non, monsieur, je ne suis pas diplomate. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Vous vendez les armes aux dictateurs africains et vous dites que les problèmes là-bas, c'est au Cameroun, il faudrait que ça soit réglé au Cameroun. Et puis arrêtez de leur vendre les armes. Parce que c'est avec ces armes-là qu'ils tuent les populations. Donc vous avez le sang de ces populations sur vos mains. Mais le monsieur là m'a regardé comme s'il m'a donné sa carte. Donc les gars, rendez-vous à Bruxelles le 7 septembre. Merci. Merci, c'est très important. Merci, Marc. Passez une bonne soirée. Merci, Martin Tajo. Oui. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Oui, je suis aussi désolé pour le désagrément. Vraiment, ce n'était pas... Tu sais, tu me connais dans la ponctualité et la discipline. Vraiment, c'est comme si on dit parfois qu'on propose et Dieu dispose. Tu vois, dès que je rentre, j'étais complètement... Il y avait encore la sueur qui coulait sur moi. C'est-à-dire que je suis allé encore avec tout... C'est-à-dire qu'elle avait la mémoire encore pleine. Mais vraiment, désolé, hein, Marc. Sinon, je pense que les prochaines fois, on va s'apprêter à... Voilà. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page Andy Bass. Andy Bass. La page de la Basse des handicapés. Et abonnez-vous sur la page des Amazones du Cameroun. Amazon Basse du Cameroun. Parce qu'il y a des Amazones Basse Cameroun qui elles ont mis sur pied les Amazones au Cameroun. Le combat est en train d'aller crescendo. Les gens croient que c'est l'amusement. Il y a les femmes qui ont déjà mis en place les Amazones au Cameroun. Basse Cameroun, les Amazones Basses au Cameroun. Ce sera le feu. Les handicapés eux-mêmes, ils ont dit que c'est trop Paul Biya les a trop négligés. Bientôt, ils vont porter. Et je vous ai tout dit, ce sont les femmes qui vont porter ce combat. Et quand les handicapés nous sont déjà dans le combat à ce niveau, ça veut dire que notre combat va porter ses fruits. D'accord, merci Max, merci beaucoup. Voilà. Je salue Jacques Fanan depuis les États-Unis, je salue Calibro, tous ceux qui étaient là. Le lien que j'ai mis ici, là, je vais modifier le titre parce que j'ai mis le titre. Les gens disent que non, je vais modifier le titre et dans mon lien, je m'attelle seulement à prendre en charge 2 personnes, Maître Ndoki et autre personne. Et je vais dans tous mes lives cotiser juste pour elle et une autre personne jusqu'à ce qu'elle sorte de la prison. Le jour qu'elle sort, il y a 100, il y a 200, il y a 300 euros. Je vais lui passer ça parce qu'elle va sortir dans 6 mois. Donc, je vais préciser encore bien le but de mon lien Litchi. Et ce sera que ça. Merci Mars, on fait comme ça. Ciao, ciao. On est ensemble, soudés jusqu'à la gare. On ne cède plus aux distractions. Merci beaucoup. Merci. Donc, je termine rapidement dans 2 minutes en disant que vous avez compris aussi, je suis revenu sur mes propos dans mon live dernier en faisant un mea culpa au professeur, mon grand frère, Patsingana, sur le langage employé. Désolé, voilà. C'est ce que je voudrais dire. Mais je reste convaincu que nous allons utiliser un langage qui va intégrer tout le monde de telle façon que si on veut se soulever, que tous les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sortent dans la rue, autant pour moi. Donc, soyez très sûrs pour ça. Rappelez-vous le 26, Clarisse, on vous avait apporté que les gens marchaient et puis vous savez comment on les arrêtait, on livrait à la police. Donc, nous sommes obligés d'utiliser, que ce soit ceux qui vont accéder à la politique ou bien pour nous les résistants qui voulons que la population sorte en masse et en cascade. Ça, c'est mon objectif. C'est que, vous voyez dans la résistance, il y a les Sandy de Boston, il y a les Boulous, les Bétis, tout. Donc, il faut que nous essayons chaque moment d'impliquer les Bassas, tout le monde, comme on le voit dans la résistance au niveau de la diaspora, aussi au niveau du Cameroun. Parce que si une seule personne se sent exclue, il va penser que c'est un combat qui concerne seulement une catégorie et d'autres catégories. Donc, ne tombons pas dans le piège du pouvoir. Et mon lien Litchi que j'ai ici, je le lancerai, je l'afficherai dans tous les lives et je vais le faire pour Maître Ndoki et Célestin Jamen, les deux là. C'est-à-dire je prends ces deux et le jour qu'ils vont sortir, je leur donne, c'est-à-dire que ça peut durer, que ce soit 4, 5, 6 mois. Maître Ndoki a eu la condamnation pour 6 mois. Je vais m'atteler pour déjà dans 6 mois, j'aurai déjà mangé mes premiers salaires et puis je m'attellerai à mettre encore un truc au-dessus et je vais l'envoyer. Il faut que quand elle sort de la prison, qu'elle se sente honorée. Et cette dame-là, que j'ai beaucoup aidée, que j'ai beaucoup aimée, et c'est pour elle que je suis sorti le 26 janvier pour aller à l'ambassade. C'était pour Maître Ndoki. Parce que j'ai vu qu'on avait buté, on avait mis les balles sur elle. Donc pour elle, je mettrai ce lien PayPal pour moi jusqu'à le jour qu'elle sort. Voilà, je vais toujours
je vais toujours refixer ce lien, épingler ce lien tous les jours que je serai ici. Et je dis bien que c'est pour Maître Ndoki. Si ce n'était pas Maître Ndoki, je ne devais pas me retrouver à l'ambassade le 26 janvier. Et c'est pour elle, quand j'ai reçu les photos qu'on a butées chez elle, et c'est ça que j'ai montré à la police, c'est ça que je suis à la police montré. Quand ils m'ont interpellé, je leur ai dit que ça, c'était ma raison de sortie. Et pour celle-là, je vais continuer. Ce lien sera, je vais modifier aussi l'outil. Ce sera que pour elle et Célestin Jamen. C'est-à-dire les deux là qui ont eu les balles. Ces deux-là, je vais épingler les liens jusqu'à la gare. Mesdames et messieurs, chers camarades, on était ensemble. On dit qu'il y a également Eliane Kolo qui a les petits problèmes. Aucune idée. Bon, on fait comme ça. Salut Jacques Chouanan. On va parler de ça dans le live de Karine. Allez maintenant donc suivre le live de Karine Richaud. Le live de Karine Richaud. Il y a quelqu'un qui peut... la page de Karine, c'est quoi? C'est Amazon France? C'est un truc comme ça? Aucune idée. J'ai oublié. En tout cas, pour ceux qui suivent aussi les lives de Karine, vous connaissez sur quelle page elle est. Allez vous connecter et suivre sa page. Allez suivre son live. Merci pour tous ceux qui étaient ici. Et bien entendu, je vais repartager, je vais remettre le lien de Maître Ndoki dès qu'il finit ça en live. Vous cotisez. Le jour qu'elle va sortir, le jour, chaque jour, je vais vous donner les bilans. Le jour qu'elle va sortir, je vais vous dire, voilà, il y a 1000, il y a 2000, il y a 3000, il y a 5000 euros. Voilà ça, voilà ceux qui ont partagé et je vais l'envoyer. Ça, il faut que le jour qu'elle sort avec Célestin Jamen, qu'elle se sente honorée. Ça, c'est mon objectif. Pour le reste, je ne suis pas là-bas. Ah, d'accord, Amazon de la Résistance. Allez vous abonner là-bas. Ciao, ciao, on était ensemble. Ciao, ciao.